Bonjour à toutes et à tous. En 2025, un choix décisif va s'imposer entre une intelligence artificielle fermée ou ouverte. Laquelle façonnera notre avenir? Cette introduction a été générée par une IA générative propriétaire qui est contrôlée via une API, donc elle n'est pas open source. Mais revenons à l'humain. En tant qu'auteur de formation à l'IRA, j'ai pu mesurer à quel point cette décision influence directement les succès technologiques, économiques et réglementaires de vos projets de formation, voire de vos projets entrepreneuriaux tout court. Cela dépend en fait de votre stade de développement, de votre échelle d'application et aussi des résultats de votre veille réglementaire au fur et à mesure que vous avancez. D'abord, laissez-moi vous présenter Alira. En plus d'avoir été l'école pionnière en blockchain et en intelligence artificielle, aujourd'hui, plus de 2400 talents ont été formés depuis 2019. Alira, dont je suis fier de faire partie, est un réseau de formateurs et d'alumni soudés et talentueux. Avec une note 7,8 sur 5 et des certifications officielles, vous pouvez savoir que je ne veux pas combattre ça. Et si vous souhaitez vous former à mes côtés ainsi qu'une centaine d'autres experts, vous pouvez prendre rendez-vous gratuitement avec un conseiller Alira en cliquant dans le lien en bas de cette vidéo. Dans 90% des cas, ces formations sont financées. Allez, revenons à nos sujets. Quel modèle donc privilégié et dans quelles conditions? Est-ce que c'est un choix définitif? Non. Aimons s'y prendre à chaque stade d'avancement. Alors c'est précisément ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. L'avancement à partir de l'intelligence artificielle générative, qu'on appelle l'IA Gen, a profondément transformé de nombreuses industries, qui ont rendu en fait son intégration non seulement souhaitable, mais souvent une nécessité concurrentielle pour les organisations. Cette révolution technologique, cependant, ne se limite pas à des considérations techniques ou purement opérationnelles. Elle introduit également des défis juridiques complexes, notamment en ce qui concerne les régimes de licence et des brevets. Il est donc impératif de comprendre les implications légales des données utilisées pour entraîner les modèles, qu'on appellera les inputs, et des droits de propriété intellectuelle associés au contenu qu'elles génèrent, qu'on appellera les outputs. Alors, c'est quoi une licence logicielle? La maîtrise de ces termes de licence est fondamentale, car ils influencent de manière significative les capacités technologiques d'une organisation, tous ses risques opérationnels encourus et la flexibilité stratégique à long terme. Les modèles d'IA opèrent en fait sous une diversité très large de licences, qui vont de publications entièrement gratuites dans le domaine public au système propriétaire ou ultra contrôlé. Ces rapports en fait construits ensemble visent à détailler les caractéristiques et les implications des modèles IA dits open source versus celles dites closed source. Vous allez voir, ce n'est pas aussi simple que ça. Mais c'est un bon début pour comprendre. Donc, ces deux paradigmes constituent les principaux accès que l'écosystème régisse au développement et à l'utilisation des technologies d'intelligence artificielle et générative en général. Notre analyse approfondie s'appuie sur ces deux distinctions, et cette distinction est vraiment essentielle pour essayer de comprendre les paysages juridiques des adoptions et de la gestion des contenus qu'elles génèrent et qu'elles ingèrent. Tout d'abord, il faut commencer par différencier propriété des licences. C'est-à-dire, en fait, il y a une différence entre être propriétaire et avoir une licence d'usage. La première, donc, est la propriété intellectuelle des briques logicielles qui composent les stacks, le framework IA. On parlera du code de données, du code d'entraînement, des codes d'inférence, des instructions, etc. Et la deuxième représente les droits d'usage que les propriétaires donnent à ses utilisateurs. Dichotomie entre les modèles IA open source et closed source est fondamentale contre les implications en matière de licence et surtout des propriétés intellectuelles. Chacun de ces paradigmes ont des caractéristiques distinctes qui influencent leur développement ainsi que leur déploiement et surtout leur utilisation. Il faut savoir que dans le cas des IA génératives et des agents IA, cette nuance est particulièrement importante, puisque selon les licences appliquées, les droits de propriété peuvent s'appliquer tant au contenu généré, au contenu dérivé, et parfois, vous pouvez même insérer sous le contenu ingéré, les inputs. La différence, c'est qu'il fait une licence ouverte d'une licence fermée. C'est quoi open source? Déjà, en fait, on va commencer par dire ce que c'est. C'est un nom propre. C'est comme Sopala, pour ne pas dire mouchoir, ou frigidaire, pour ne pas dire réfrigérateur, ou Tupperware, pour ne pas dire boîte hermétique des conserves. Ce sont des abus de langage souvent liés à la démocratisation, tels qu'ils remplacent les langages courants, comme googler, pour ne pas dire chercher sur Internet, ou je trouve plumerie, pour ne pas dire j'ai perdu mon stylo à billes. Alors pourquoi je m'intéresse sur ça? Parce que parfois les abus de langage, spécialement sur les ambiguïtés des remplacements, peuvent façonner à tort la perception des éléments sous-jacents. Nous savons tous ce que signifie open, et comprenons l'essence de source informatique, une grande majorité. Mais la combinaison de ces deux mots-là pourtant encadre bien quelque chose qui est bien au-delà de la compréhension intuitive de deux termes associés. Le mot open source en majuscule repose sur la définition encadrée et certifiante formalisée par l'Open Source Definition OSD de l'Open Source Initiative OS. Donc c'est un référentiel rigide, comparable à une norme ISO. On pourrait donc arguer que open source, avec les deux lettres capitales,
désigne une réalité normative spécifique. Le terme est porté par une organisation formelle, l'OSI, comme nous l'avions nommé, dont les noms incluent directement open source dans son nom. Dans leur document juridique, on trouve souvent la majuscule en open source, lettre capitale. On écrit littéralement open source comme on écrit code civil avec C majuscule ou les règlements généraux de protection des données RGPD. Dans les langages courants des communautés tech et juridiques, open source donc agit comme un label, une sorte de standardisme à un cadre spécifique. Cela renforce donc sa lecture comme un nom propre au sens contractuel et idéologique plutôt qu'un simple adjectif technique. Ces définitions qui ont encadré les codes sources des logiciels distribués par les créateurs, dans les dernières années. En février 2024, l'Open Source Initiative a pris position proposant une définition officielle de l'Open Source IA. C'était à Bruxelles lors d'un grand événement, FOSDEM. À ce moment-là, l'OSI a présenté son projet de standardisation de définition Open Source AI dans un premier brouillon déjà estampillé 0.05 au Public Disclosure. L'objectif était donné clairement, inviter des contributeurs à améliorer ces textes avant de les rendre définitifs. Définitif qui finalement a eu lieu en octobre dernier, avec la première version 1.0 publiée officiellement. Aujourd'hui, cette définition inclut 3 classes de niveau distinctes de open source, dont la troisième répond essentiellement à la définition précédente de OpenWeight. Alors, pourquoi autant de complexité? Parce que simplement un système IA comprend plusieurs éléments. Nous avons déjà évoqué. Il y a les données d'entraînement, un code source d'entraînement, un code source d'inférence, et enfin le résultat final de l'entraînement appelé les poids, sans compter en fait ce que cette IA générative génère proprement dit. Nous prenons donc le troisième niveau, équiparable au OpenWeight, qui veut dire en fait libre. Et justement, OpenWeight AI, ça signifie rendre public les poids finaux d'un réseau de neurones sous une licence qui soit reconnue par l'Open Source Initiative. Alors, cette idée existait bien avant la définition officielle d'Open Source AI et date de 2020. Et nous la devons à Madame Heather Meeker, qui avait proposé une première définition claire de ce que signifie rendre ouvert ce point, tout en précisant les règles d'utilisation et de distribution. Mais attention, elle avait aussi soulevé un point très important. Publier seulement les poids ne suffit pas à documenter tout le processus de création d'une IA. Autrement dit, sans les codes d'entraînement et sans les jeux de données initiaux, il est impossible de reproduire précisément le modèle d'origine et nous donner d'exemples qui ont été livrés avec. Ce qui fait en fait que l'approche OpenWeight reste limitée en matière de transparence et d'utilisabilité. Et être transparent, on n'est pas justement simplement être ouvert. Bien que publier les modèles IA sous de poids libres, c'est déjà mieux qu'un système totalement fermé en termes de transparence. Ça ne suffit pas à parler d'une véritable IA qui soit open, encore moins open source. Et bien pourquoi? Parce que les codes d'entraînement et les étapes intermédiaires, appelées checkpoints, sont impossibles à reproduire. Le résultat est que les erreurs, les biais et les vulnérabilités restent cachées et impossibles à corriger efficacement. On a eu accès simplement au poids fini. Et en plus, il ne faut pas oublier un point essentiel qui est manquant dans le OpenWeight AI, c'est l'effet collaboratif. Parce qu'une vraie IA open source, toute la communauté peut corriger les erreurs, améliorer les performances ou même auditer les modèles sous un plan IT. À l'inverse, l'approche OpenWeight se limite à des ajustements superficiels et le potentiel collaboratif est limité de l'équipage. À savoir qu'aujourd'hui, les régulateurs demandent toujours plus de transparence. Pour expliquer clairement le fonctionnement, permettre des audits et protéger les données, c'est simplement en fait une condition sine qua non pour l'usage des IA respectueuses d'une nouvelle réglementation. Et donc, diffuser les points des modèles, ça ne répond pas à ces obligations, notamment dans les secteurs sensibles comme la santé et la finance pour les secteurs. Je vous remets ici un petit schéma récapitulatif de ce que l'on vient de dire. La longue proposition, l'IA open source repose sur les 4 libertés fondamentales inspirées du logiciel. La capacité de donc utiliser pleinement le système et modifier les fonctionnements. Les modifier pour l'adapter et les partager, modifier. Ce sont des conditions incontournables pour avoir accès à la forme modifiable du système, donc au code, aux données, et aussi au poids qui font la différence avec la définition open source AI dictée par la Open Source Initiative. Donc, nous avons cadré la définition de OpenWeight. Comment allons véritablement cadrer cette définition? Il faut savoir que malgré les définitions qui existent depuis plusieurs mois, certains acteurs IA qui ont la une des magazines et des sites web spécialisés finalement trichent et enlouent les systèmes afin de ne pas se conformer aux exigences de l'Open Source Initiative et ont fini par publier des licences custom pseudo-open. Un modèle IA ne peut pas être qualifié d'open source que s'il offre un pipeline, c'est-à-dire en fait l'ensemble et toutes les pièces qui les constituent, ouvert et complet, inclusif des codes, des données, des poids et de l'architecture sous des licences qui soient reconnues. Les pseudo-ouverts, donc, aujourd'hui, font léger. Beaucoup d'acteurs publient des licences restrictives en
l'opacité d'un vernis open source sans majuscule. Alors, prenons quelques exemples. Mistral, par exemple, est conforme OSI pour ces petits modèles, mais concocte la Mistral Research License pour des modèles qui soient medium ou large. De ce fait, c'est gagnant de la licence open source initiative officielle. Je comprends que cela est pour protéger leur propriété intellectuelle, il n'empêche qu'il reste quand même des licences plus restrictives à la liberté d'usage. Grok n'a même pas pris le temps d'en choisir une, et donc rendre les modèles implicitement propriétaires. Ce n'est pas ici l'occasion de laisser ça, mais ne pas choisir une licence et le fait de les rendre implicitement propriétaires, en fait, est plus dangereux et explicitement dire que c'est propriétaire. Parlons de Meta, qui fait office de plus ambigu, parce qu'il a publié les poids de ce qu'on appelle Llama et compagnie. Il revendique open source, mais la licence Meta de Llama, appelée la Llama License, contient des clauses restrictives fortes. Il y a des conditions d'usage, par exemple, que vous ne pouvez pas utiliser pour les médicales, mais pour les soutiens psychologiques. Et en plus, il y a un nombre d'usagers total ou de chiffre d'affaires total, sans compter que les codes de formation et les données ne sont toujours pas disclosés. À grande surprise, Microsoft, Apple et Google font les bons célèbres, et je pense que ça ne manquera pas d'en surprendre plus d'un. Alors, publications sont bien plus que souvent une licence full MIT, Apache, voire BSD, et sont toutes OSI comptables. Mention à part pour les nouvelles arrivées dans l'histoire DeepSync V3, qui s'invente une licence MIT, un code obligatoire, avec des exceptions sur l'usage commercial et de modifications restreintes, faisant une différence entre les poids et les codes, qui est vraiment open source aujourd'hui. Pour le savoir, il faut comprendre que même cette nouvelle définition se partage, on l'a dit en 3 classes. On a déjà vu qu'est-ce que c'est la troisième, et on sait qu'il y en a 2 suppléments. Il est difficile donc de s'y repérer facilement et l'Open Source Initiative a proposé le mode Openness Framework, une checklist qui donc permet de déterminer l'appartenance de classe d'une IA à la définition Open Source AI parmi celles qui sont proposées. Elles disent quoi, ces propositions? Le mode Openness Framework, que dorénavant nous allons appeler le MOR, structure le système IA selon le degré de disponibilité de leurs composants. Le premier niveau, c'est les Open Science. Le deuxième, c'est Open Mode, et le troisième, c'est Open Weight. Principalement, Open Science, tous les composants sont accessibles, alors que les modèles, la majorité des composants sont ouverts, sauf quelques éléments critiques. On a une certaine tolérance sur toutes les data ou une partie de la data. Et le Open Weight, nous en avons largement parlé. Pour ôter toute ambiguïté et prétendre l'appartenance à une classe spécifique, un système doit fournir tous les éléments nécessaires à sa compréhension, sa modification et sa réutilisation, de bout en bout. Et le cas échéant, il sera nommé dans la classe la plus utile. Autant vous dire qu'il n'y a pas beaucoup d'IA de niveau Open Science qui sont disponibles aujourd'hui. Contrairement à l'IA dite Open Source, l'IA fermée ou Closed Source AI désigne tout l'écosystème d'intelligence artificielle dont les codes, les données, les poids et l'entraînement, encore la documentation, sont totalement ou partiellement inaccessibles. Il ne s'agit pas d'un statut par défaut, d'un choix stratégique délibéré par l'éditeur pour des raisons de compte. On crée un modèle closed source, c'est une boîte noire que vous pouvez utiliser telle quelle, parfois gratuitement ou via une API, mais vous n'avez aucun d'accès ou de modification sur ces composants internes que ces éditeurs vous en concèdent à leurs conditions. Un système closed source est généralement proposé sous forme de services. On a des SaaS ou via des API directement. L'utilisateur doit payer directement sur l'usage, selon des critères comme le nombre de requêtes, les volumes de traitement ou encore de fonctionnalités spécifiques. C'est ce qui fait en fait les modèles économiques de stratégies comme ChatGPT, entre autres. La motivation de stratégie closed source est souvent financière et concurrentielle. Protéger cet avantage compétitif en rendant quasiment impossible l'utilisation non autorisée du modèle. En conservant le contrôle total de la pipeline, on garde donc une avance et donc une exclusivité technologique et commerciale. On parlera de ChatGPT qui pendant longtemps a été capable de faire du multimodal. On parlera de Anthropic qui a été capable de faire l'usage de l'ordinateur à distance, etc., etc. Mais la fermeture en fait de ces modèles ne se limite pas aux aspects commerciaux. Elle inclut également la gestion du risque juridique, en particulier sur les données sensibles. On pourra citer par exemple dans les secteurs de la santé ou des services financiers, les éditeurs préfèrent maintenir leur IA sous contrôle strict, afin d'assurer une conformité maximale avec les régulations. L'accès restreint aux données d'entraînement et aux mécanismes internes limite donc le risque de fuite de données, d'audit non désiré et encore de l'identification d'éventuelles vulnérabilités. Cette approche boîte noire n'est donc pas sans conséquence. Elle réduit considérablement les possibilités d'audit externe. Dans des contextes où l'éthique et la transparence sont essentielles, notamment le secteur public, l'IA fermée peut rapidement devenir problématique. À ce titre, les entreprises adoptent des stratégies
Ils doivent compenser les marques de transparence en investissant massivement dans les mécanismes internes de contrôle de qualité, de sécurité, de monitoring et de conformité environnementale. Enfin, bien que fermée, une IA close n'est pas forcément figée et peut évoluer vers des modèles hybrides où certains modèles non critiques sont rendus partiellement ouverts. Par exemple, la publication de documentation simplifiée. C'est le cas de Google Gemini ou Anthropic Google qui offre des API publics bien documentés et Google distille aussi des modèles plus légers qui sont complètement disponibles dans l'open source, comme par exemple la gamme Gemini. À retenir en fait que les IA closed source sont privilégiées lorsque l'avantage compétitif qu'elles offrent n'a pas d'alternative. Mais attention, cette fermeture n'est jamais sans contre. Elle impose aux entreprises des contraintes fortes en termes de matière d'explicabilité, de stabilité et de communication. Je vous fais donc ici un petit résumé de ce que nous venons de dire ensemble. Si l'intelligence artificielle open source se réfère aux technologies dont les codes, incluant les algorithmes et les modèles préentraînés de l'ensemble de données, sont librement accessibles à tous pour être utilisés, modifiés et distribués, l'un des avantages majeurs de l'open source est la promotion d'un environnement collaboratif et cette accessibilité publique est un facteur clé de la démocratisation de l'IA dans ces dernières années. De plus, en fait, le fait de l'utiliser vous permet de réduire la dépendance vis-à-vis des géants technologiques qui favorisent un écosystème plus inclusif. Cet effort partagé minimise donc la redondance et optimise l'utilisation de ressources, propulsant ainsi les progrès technologiques. La transparence, ce qui est une caractéristique intrinsèque de l'IA open source, permet donc un audit complet, une personnalisation poussée, un meilleur contrôle sur la sécurité, ainsi qu'une conformité avec les données. Les utilisateurs ont donc la capacité d'examiner les fonctionnements internes des modèles, d'identifier ou entrequer et d'adapter les modèles à des besoins spécifiques. Donc, sur le plan économique, les nombreux outils d'open source sont gratuits à l'accès, ce qui réduit les coûts initiaux pour les tests et les développements. Ils peuvent également être exécutés en toute sécurité derrière les paraphores de l'entreprise ou sous votre PC, offrant une couche de contrôle supplémentaire. Cette approche donc donne une grande flexibilité et des capacités de personnalisation très fortes. Les réglages fins de modèles open source peuvent donc aboutir par la suite à des systèmes propriétaires personnalisés, à condition que la licence vous y autorise. Parmi les exemples les plus notables de modèles et frameworks open, on peut parler des Stable Diffusion ou Flux pour la génération d'images, One et UniOne pour la génération de vidéos, Stable Audio et UE pour la génération de vidéos et musique. UniOne a aussi publié des modèles de langage comme Gemma, que nous avons évoqué il y a un instant, Llama, de la partie de Meta, qui n'est pas exactement open source mais open web, et de bibliothèques diverses et variées qui permettent de faire et d'écrire des versions personnalisées des codes d'inférence, c'est-à-dire les codes qui nous permettent de nous insérer. Attention par contre, l'adoption de l'IA open source n'est pas sans défi. Leur accessibilité est malheureusement contrecarrée par des investissements significatifs en ressources de qualité. Besoin d'une infrastructure de données, une mise en réseau et une sécurité qui repose entièrement sur vos épaules. Donc, les outils logiciels et des experts, mais ils sont nécessaires pour garder cette infrastructure en état de fonctionnement. L'absence de support formel, en plus, peut également poser des problèmes dans des situations critiques, dans lesquelles une qualification rigoureuse pour le recours à des partenaires spécialisés est nécessaire. Et l'attention à ne pas oublier la responsabilité juridique, entièrement assumée par l'opérateur. En revanche, commençons à parler des IA closed source. L'une des premières choses qu'on évoquera lorsqu'on utilise des IA open source, à quelques exceptions près, si vraiment vous avez une infrastructure magnifiquement bien ficelée, les IA closed source sont souvent citées pour leur performance. Ils les rendent donc idéaux pour les organisateurs qui privilégient des résultats immédiats et fiables, sans nécessiter de personnalisation extensive. Autrement dit, en fait, la boîte noire convient à votre besoin. Ils sont généralement proposés, comme on a parlé, en intégration simplifiée et qui n'ont pas besoin d'une expertise technique très poussée pour être utilisés. Cette approche offre donc un gain de temps significatif, accélérant la transition d'une solution de la conceptualisation à la mise sur le marché. Les Plus, les modèles propriétaires, bénéficient généralement d'un support dédié et des mises à jour régulières avec des fournisseurs généraux, gérant la performance du système et l'ajustement de leurs capacités en fonction de votre usage sans que ça lui revienne en votre charge. En contrepartie, un manque de transparence inhérent à ce système qui, par contre, peuvent entraver l'innovation et soulever des préoccupations concernant les biais et l'équité, puisque les codes restent soumis à l'examen public, ainsi qu'en fait l'eau. Il n'est pas d'ailleurs que des modèles à un moment donné, qui soient closed source, arrêtent d'être supportés, forçant donc l'utilisateur qui les exploite à devoir s'adapter aux nouveaux changements. Il semble donc que les utilisateurs sont souvent incapables de vérifier comment des décisions sont prises par les modèles et comment en fait les modèles évoluent là-dedans. Ce qui est un risque significatif et qui va avec le verrouillage fournisseur, les vendor locking, où vous êtes en dépendance complète du fournisseur unique
et qui peut, en fonction de votre contexte, devenir très coûteux. Les passages donc une solution closed source à une autre peut parfois s'avérer très difficile, voire onéreux en termes de coût de migration et conduite au changement. Parmi l'exemple donc les closed source les plus connus, on parlera des ChatGPT de OpenAI ou Google Gemini en mode Pro, Microsoft Copilot et Claude de Anthropic, qui sont donc très bons pour la génération du texte et la compréhension multimodale. Pour faire une comparative honnête, on parlera de Suno et Refusion pour la génération audio-musique et Midjourney Sora pour la génération images-vidéo, et il y en a plein d'autres. Il existe un compromis inhérent entre l'utilisation immédiate et le contrôle stratégique à long terme lorsqu'on choisit entre open source et closed source. À savoir que ce choix n'est pas forcément dichotomique, vous pouvez avoir une combinaison des deux dans votre infrastructure. Les organisations sont donc confrontées à cette décision stratégique multiples fois dans la concession de leurs produits. Veulent-ils privilégier un déploiement rapide et des résultats immédiats avec des modèles closed source, en acceptant des coûts plus faibles à court terme mais plus élevés à long terme, ou investir davantage en amont dans des solutions open source pour une personnalisation accrue, une meilleure confidentialité de données, une flexibilité stratégique, mais en prenant en charge intégralement en fait la conformité de l'exploitation et les performances de ceux-ci. Cela signifie que les modèles closed source sont souvent un choix tactique pour les gains rapides, alors que les modèles open source, malgré les exigences assez élevées en ressources, peuvent offrir un avantage sur un concurrentiel durable lorsque surtout vous développez quelque chose qui amène une véritable évolution. Vous avez trouvé ça dense? Eh bien, nous avons que scratcher la surface. Si bien qu'en fait, nous avons juste abordé la différence entre un modèle génératif IA open source versus un modèle closed source, finalement, nous nous sommes intéressés qu'à leur cas opérationnel. Il est indispensable de s'intéresser aussi à, comme nous l'avons déjà évoqué, à ce qui se passe avec les données que vous utilisez et les données que vous générez. Ça sera l'objet donc d'une deuxième vidéo à apparaître très bientôt. Et avec ces deux vidéos, vous allez avoir 100% des capacités décisionnaires, en tout cas pour chaque brique à chaque moment. Et n'oubliez pas en fait de remettre en question vos choix au fil du temps. C'est indispensable, surtout pour un porteur de projet d'être dynamique. Donc on se revoit très bientôt pour une deuxième partie. Et entre temps, j'espère que cette première partie vous a aidé à mieux comprendre la complexité de cet écosystème. À très bientôt.